Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Jérôme Brunet, je suis adjoint de Philippe Delorme en charge des questions éducatives au département éducation. Voilà, je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire, on va dire un webinaire de substitution qui se substitue à une journée que nous avions prévu d'organiser avec Optique et à laquelle vous étiez probablement inscrits et inscrites. Voilà, mais on a décidé de maintenir ce temps de réflexion entre nous, ce temps de partage, parce que il nous arrive quelque chose d'assez extraordinaire dans tous les sens du terme depuis maintenant 15 jours pour la plupart d'entre nous et un petit peu plus pour les zones qui étaient déjà touchées par le coronavirus. Voilà, nous avons plongé littéralement dans l'ère numérique, dans un fonctionnement numérique qui vient alors si ce n'est bouleversé, en tout cas qui vient toucher nos manières de travailler ensemble. Beaucoup de témoignages le disent. Voilà ce qui nous paraissait impossible à faire il y a encore 15 jours, eh bien en 24 heures, en 48 heures, nous nous y sommes mis comme par magie, on va dire. Voilà. Alors évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Tout n'est pas très simple. On voit bien dans la continuité pédagogique que beaucoup d'enseignants s'y sont mis, même si il y a à apprendre à ce que c'est que cette continuité pédagogique. Beaucoup découvrent le télétravail, on découvre les visioconférences, les webinaires, les espaces numériques partagés. Voilà. Tout ça suscite un certain nombre de questions. Et avec Optique, que je présenterai tout à l'heure, et un certain nombre de personnes, nous nous sommes dit qu'il était intéressant de commencer déjà à poser quelques jalons de réflexion pour la suite, pour l'après-coronavirus, puisqu'il y aura un après-coronavirus. Et donc, on a décidé d'organiser ce webinaire voilà, pour nous aider à réfléchir et à amorcer une réflexion pour la suite. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Nous allons avoir une présentation d'Optique qui accompagne l'enseignement catholique sur cette réflexion du numérique. Optique était venu présenter à la commission permanente en août dernier. On avait une journée de travail sur la culture numérique, éthique et numérique. Qu'est-ce que le numérique vient bouleverser dans notre manière d'être homme et de faire société, voilà, donc il continue cet accompagnement-là. Nous aurons une intervention de Philippe Delabarthe, que je présenterai, d'Optique, et de Renaud Laby. Et puis après, nous aurons un temps de 4 témoignages. On a demandé vous vous rappelez, quand vous êtes inscrit à ce webinaire, on a suggéré à quelques-uns de répondre à des questions sur le numérique. Donc, on les écoutera. Voilà, ça nous fera aussi probablement avancer, puis nous aurons un temps de questions et d'échanges en fonction du temps qui nous restera et du temps que vous pouvez consacrer à ce rendez-vous. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Renaud Laby, qui est prêtre du diocèse du Mans, et qui est directeur de la formation du réseau Optique, et puis après une douzaine d'années en paroisse, il a repris ses études et il est à ce jour doctorant en sciences sociales des religions et en théologie. Et il travaille sur le militantisme catholique en ligne. Donc Renaud, merci beaucoup de nous présenter Optique. Bonjour à tous, merci Jérôme de me laisser la parole. Alors effectivement, vous m'avez présenté, c'est formidable. Donc je n'en dis pas davantage. Optique. Alors Optique, ça veut dire ordre des prêcheurs pour les technologies, l'innovation et la communication. Ordre des prêcheurs pour les technologies, l'innovation et la communication. C'est une organisation non gouvernementale, dit-on maintenant, on l'appelait d'abord réseau, mais plutôt maintenant organisation non gouvernementale, fondée par le frère dominicain, c'est pourquoi ça s'appelle Ordre des prêcheurs, fondée par le frère dominicain Éric Salobir, dont vous avez peut-être entendu parler en 2012. L'objectif d'Optique, c'est d'inviter tous les acteurs du numérique à ne pas oublier l'homme et à bien placer l'homme au cœur de ces technologies et notamment de susciter cette intention-là auprès des grands fabricants de technologies que sont les grandes entreprises de la Silicon Valley. Donc en fait, Optique développe tout un réseau de relations entre ces grandes sociétés, que ce soit Google, Facebook, LinkedIn,
et aussi le Conseil pontifical pour la culture. On essaye d'établir des liens avec tout ce monde-là. En outre, Optique a 3 pôles d'activité. Un pôle recherche qui rassemble des chercheurs patentés qui travaillent sur différents sujets. Donc, il y a déjà un livre blanc sur la santé qui a été publié en ligne, un autre livre blanc sur la blockchain. Vous savez, ces outils numériques qui permettent d'opérer des transactions financières en ligne sans passer par la médiation des grands systèmes bancaires en place, ce qui pose tout un tas de questions. Il y a dû y avoir aussi un livre blanc de rédigé sur algorithmes et sécurité. Donc voilà, ce type de recherche. Premier pôle recherche, deuxième pôle innovation. Alors parmi les actions menées, par exemple, il y a des hackathons, des marathons de hackers qui rassemblent donc des jeunes hackers pour fabriquer des applications, par exemple pour l'Église, entre autres, mais pas seulement pour elle. Et puis il y a un pôle de formation que je dirige et qui essaye de mettre en relation des compétences sur différents sujets qui ont trait à l'Église, à la société et au numérique, mettre ces compétences-là en lien avec des demandes ou des demandeurs qui souhaitent organiser une conférence, une table ronde, un séminaire, une journée d'études sur tel ou tel de ces sujets. Donc voilà un peu ce qu'est Optique, donc ordre des prêcheurs pour les technologies, l'innovation et la communication. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été mis en lien avec l'enseignement catholique et qu'à présent, nous travaillons avec le SGEC pour aider l'enseignement catholique à penser son rapport aux nouvelles technologies. Merci. Merci beaucoup, Renaud. Voilà, alors nous allons maintenant entrer dans ce temps d'échange et de partage et nous allons commencer par écouter Philippe Delabarre, donc qui appartient également à ce réseau optique, intermédiaire entre le réseau optique et les réseaux chrétiens éducatifs. Donc Philippe, vous êtes cadre de la société Le Cèdre auprès des établissements collectifs chrétiens en Normandie. Et donc vous avez approfondi et travaillé cette question des health tech, des technologies au service de l'éducation pour accompagner les établissements scolaires dans le défi de la transformation digitale. Vous avez rencontré Eric Salobir en 2017 et qui vous a encouragé à développer une expertise anthropologique, à développer et à promouvoir cette expertise anthropologique d'optique auprès des acteurs de l'enseignement catholique. Et donc là, vous nous faites une intervention, une réflexion sur qu'est-ce que le confinement a opéré comme déplacement chez les familles, chez les entreprises productrices de technologies, chez les enseignants, dans leur perception du numérique. Voilà, ceci pour nous emmener vers un enrichissement de la réflexion que nous souhaitons mener. Donc Philippe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. En effet, je propose de vous partager quelques observations sur l'expérience tout à fait inédite que nous sommes en train de vivre. L'ampleur de cet événement rend évidemment nos analyses tout à fait partielles et il faudra du temps pour discerner les conséquences. Et surtout, il faudra revenir au fonctionnement d'avant pour constater chez nous, chez chacun de nous, ce qui s'est déplacé. Cependant, nous pouvons constater qu'il y a déjà eu un déplacement dans les discours de 3 acteurs du numérique éducatif, les familles auprès de leurs enfants, les entreprises productrices de supports et les enseignants créateurs d'enseignement. Tout d'abord, les familles sont plongées dans une réorganisation obligatoire où se pose d'emblée la question de l'équipement. Comment recevoir les cours? Quel support? Combien d'ordinateurs? Combien de temps par jour? Dans quel espace au sein du domicile? Et face à ça, vous le savez bien, les familles agissent selon leurs possibilités. Et il est fort à parier que la disparité entre les élèves risque d'ailleurs de s'aggraver. Mais au-delà de cet aspect essentiel des moyens, nous observons que chaque famille a été obligée de se mettre à utiliser massivement le numérique. Et du coup, il semble que l'inquiétude quant à la présence des enfants devant les écrans, il semble que les soupçons sur le numérique créateur de fake news
et même sur le pouvoir dangereux des réseaux sociaux de manière générale, il semble que ces préoccupations aient été dépassées et presque même oubliées. Par ailleurs, l'expérience que font les élèves leur permet d'augmenter leurs compétences d'utilisateurs des outils numériques. À ce titre, cette expérience répond déjà aux objectifs des humanités scientifiques et numériques de la réforme du bac 2021. Je recite rapidement juste les objectifs. Gestion de l'identité numérique, bon usage des réseaux sociaux, qualification de l'information et lutte contre la désinformation, réalisation de démarches en ligne, développement d'un site internet et code informatique, propriété intellectuelle, réflexes à acquérir en cybersécurité. Tous ces champs ne sont pas traités actuellement par l'expérience que nous vivons, mais on comprend l'utilité de toutes ces questions. Voici ce que j'avais envie de vous dire sur les déplacements au sein des familles et des enfants. Regardons maintenant les entreprises productrices de supports numériques. Alors, cette amélioration de l'utilisation des outils numériques par les élèves est possible grâce à la stabilité des outils. Or, sur le marché, nous observons une disparité de fonctionnement. Il semble que les grandes plateformes tirent leur épingle du jeu grâce à leur monopole. Disons-le, ce monopole est issu de leur stratégie de captation de l'attention et de concentration des fonctionnalités. Elles ramènent les utilisateurs à elles. Et de l'autre côté, les startups productrices de technologies au service de l'éducation semblent ne pas réagir aussi bien, car elles n'ont pas la capacité à gérer du flux important. Il y a beaucoup de startups, il y a peu de scale-up. Et du coup, c'est la place des entreprises dédiées à l'éducatif qui se pose. Quelle forme doivent-elles prendre, doivent prendre ces plateformes? Quelle forme d'enseignement, du coup, y sera élaborée? Quels outils selon les objectifs pédagogiques? Quelle place aux entreprises nationales face aux multinationales? Face à ces questions, il y a déjà une observation que nous pouvons faire, la situation d'e-learning. Vous savez, cette ENT internationale, cet espace numérique de travail, dont le directeur a dû tweeter pendant plusieurs jours, plusieurs fois par jour, pour rassurer l'ensemble des clients sur le territoire sur les efforts entrepris par l'entreprise pour rendre la plateforme accessible. Eh bien, je trouve que cette situation révèle que les professeurs recherchent d'abord l'efficience technique avant la créativité pédagogique. Les professeurs, troisième population qui, me semble-t-il, a déplacé son regard critique sur le numérique. Ils sont depuis 3 semaines plongés dans une véritable révolution. Tous ont dû produire du contenu pédagogique soudainement et sans préparation. Nous observons du coup une disparité entre eux quant à l'appropriation des outils. Et là se cristallise peut-être une tension pour l'élève qui doit gérer et donc s'adapter à plusieurs méthodes de diffusion de contenu. On comprend alors que ce n'est pas la technologie qui détermine la manière d'enseigner, mais l'utilisation de cette technologie par les professeurs. Le numérique éducatif, comme interface entre l'élève et le professeur, n'est pas déterminé uniquement par les entreprises productrices de technologies, mais aussi bien par les professeurs qui les utilisent. Et d'autre part, l'expérience montre que les professeurs manquent de retour, de feedback de la part de leurs élèves. Et les élèves même ont besoin de communiquer avec leurs professeurs pour comprendre. Ils ont besoin d'utiliser les mails, les téléphones, de téléphoner parfois, de chatter. À cet égard, pourquoi des professeurs utilisent Discord, réseau social pour gamers, joueurs de jeux vidéo, ou Facebook ou WhatsApp pour communiquer avec les élèves? Je crois qu'eux-mêmes sont déjà utilisateurs de ces réseaux.
Mais on comprend donc que même le lien informel est une occasion pour les professeurs de créer un usage éducatif différent de ce que les grandes entreprises avaient prévu comme utilisation de ces réseaux sociaux. Enfin, le confinement actuel et la fermeture des établissements scolaires ne remettent pas en cause l'autorité des professeurs. Ils la renforcent plutôt, déjà, au moins dans l'esprit des parents. Ainsi, nous pouvons dire que les professeurs, en tant que producteurs d'enseignement, sont ceux qui, à l'issue de cette crise, diront ce dont ils ont besoin concernant le numérique éducatif. Or, l'enseignement catholique étant un réseau très important, il peut construire une vision propre pour un numérique éducatif éthique, c'est-à-dire au service du bien de tous les élèves. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager simplement et brièvement ces 3 déplacements au sein des familles, des entreprises productrices de technologies et du corps des professeurs, pour entrer collectivement dans l'observation. Je vous remercie de votre attention. Merci Philippe pour cette mise en bouche et cette réflexion pour nous aider là aussi à initier une réflexion qui s'inscrit dans la durée. Et pour continuer un peu cette amorce de réflexion, je vais donner maintenant la parole à Renaud Laby, au père Renaud Laby, donc, pour qu'il nous fasse un éclairage à partir des présentations qui ont été faites à la commission permanente de l'enseignement catholique, quelques contenus voilà, de 3 apports théoriques qui étaient évidemment beaucoup plus substantiels que ce que nous aurons aujourd'hui, mais ce n'est pas perdu, nous pourrons avoir ces apports un petit peu plus tard dans l'année, je l'espère. Et donc, l'idée, c'est, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on se met en perspective là d'une rencontre de travail au mois de novembre prochain, où on va se ressaisir un peu de toute cette expérience du numérique au sein de l'enseignement catholique. Alors d'autres acteurs y travaillent par ailleurs. Et donc là, comment peut-on se mettre en réflexion, en veille, en étant particulièrement attentif? Alors voilà, à quoi faut-il être particulièrement attentif là pour pouvoir être en mesure de relire et de transformer ce que nous vivons là dans quelque chose de plus durable et de plus pensé et construit. Donc, à vous la parole, Renaud. Merci Jérôme. Comme vient de le dire Philippe Delabarthe, la crise sanitaire que l'on vit actuellement rebat totalement les cartes de nos usages du numérique. Notre rapport à ces outils, évidemment, mais aussi nos rapports aux autres et notre rapport au monde. Et pour vous qui êtes liés au monde de l'enseignement, cette crise oblige aussi à repenser le rapport à l'enseignement à travers donc, ces nouveaux outils, enfin, ils sont plus si nouveaux que ça, mais en tout cas à travers ces outils numériques. Tous nous sommes pris dans ce moment nouveau et étrange sans nécessairement pouvoir prendre le temps du recul sur ce qui nous arrive. Et ce sont sans doute ces circonstances qui nous ont encouragés avec le SGEC dans un dialogue à reporter cette session de sensibilisation à l'automne. Et nous souhaitons la déployer non pas sur une seule journée mais sur 2 pour précisément prendre le temps du recul sur ce que nous sommes en train de vivre. Alors j'y reviendrai plus loin, mais en tout cas, il y aura aussi du contenu au cours de cette session, un contenu que nous aurions eu le plaisir avec Philippe Delabarthe de vous proposer aujourd'hui, mais ce n'est, comme vient de le dire Jérôme, que partie remise. Et d'ailleurs, ce contenu ne va guère évoluer avec la crise sanitaire, parce que cette crise n'oblitère en rien les éléments historiques, les éléments anthropologiques, les éléments sociologiques, les éléments techniques ou éthiques que nous souhaitons vous partager. 3 apports ponctueront cette session. Le premier sera surtout historique. Nous parlons aujourd'hui de société numérique, nous l'appelons aussi l'ère de l'individualisme en réseau, et nous verrons comment nous en sommes arrivés là, à cet individualisme en réseau, en scrutant le temps long
hein, en scrutant le temps long des origines de l'humanité à nos jours, tant d'une histoire que l'on peut lire comme une lente émergence de l'individu. D'ailleurs, cette lente émergence de l'individu n'est pas dénuée d'une évolution du religieux depuis la nuit des temps non plus, mais d'un individu malgré tout, qui demeure dans le besoin de se lier, dans le besoin de s'associer à d'autres pour valider sa propre vision du monde et qui va se donner les moyens de cela, c'est-à-dire les moyens de se connecter à d'autres pour valider cette vision du monde. En d'autres termes, le numérique ne vient pas de nulle part. C'est une création de l'esprit humain à un moment donné de l'histoire, à un moment précisément où l'homme avait besoin de ces technologies. Alors il s'agira d'identifier les grandes étapes de l'histoire humaine qui ont conduit à l'émergence de la société numérique pour comprendre le succès de cette société aujourd'hui. Premier apport donc historique. Second apport, il sera davantage philosophique, anthropologique, médiologique aussi. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est un mot que vous découvrez. Alors je précise que la médiologie, c'est une jeune science humaine, tellement jeune qu'elle n'est pas encore une science universitaire, mais dont certains anthropologues malgré tout se saisissent dans le cadre de l'université. Et la médiologie, donc, qui a une trentaine d'années, étudie les conditionnements techniques de la culture. La médiologie étudie les conditionnements techniques de la culture. Autrement dit, une culture propre, elle est toujours portée par des techniques, mais des techniques qui sont grosses d'une vision du monde qu'elle véhicule. La médiologie nous enseigne, par exemple, que les canaux de transmission, les médias, sont aussi des matrices de la culture. Et l'imprimerie fut la matrice de la rationalité analytique occidentale telle que nous l'avons déployée depuis 500 ans et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. La télévision impose quant à elle plutôt une rationalité iconique émotionnelle. Et il s'agira, en reprenant l'histoire des grands médias occidentaux, de s'interroger sur le type de rationalité, le type de rapport à la pensée, d'exercice de cette pensée qu'induisent les médias numériques. Quel type d'homme, quel type d'élève, quel type d'étudiant le numérique façonne-t-il? Alors voilà qui devrait, je l'espère en tout cas, intéresser les enseignants que vous êtes et qui peinent peut-être certains à appréhender les manières d'apprendre des élèves, la manière dont ils perçoivent la connaissance, le rapport qu'ils entretiennent avec elle. Premier apport historique, second apport anthropologique, philosophique, médiologique, troisième apport qui s'interrogera sur la manière d'investir la technologie numérique au service de l'enseignement et de l'éducation. Alors il ne s'agira pas de présenter des méthodes pédagogiques recourant aux technologies numériques, mais plutôt de s'interroger sur le type de société auquel il convient de préparer les jeunes. Quels sont par exemple les nouveaux rapports à la vérité et à l'information? Quel rapport nouveau à l'économie, pris que nous sommes dans ce capitalisme numérique évoqué à l'instant par Philippe Delabarthe? Quels rapports homme-machine sont à penser, à définir? Quels nouveaux réflexes d'intelligence à acquérir aussi dans une société en réseau? Voilà quelques grandes questions que nous essaierons de poser sans forcément apporter peut-être des réponses exhaustives à ces questions parce que nous sommes pris dans ce mouvement et la réflexion est en cours. Alors ceci étant, au-delà de ces réflexions, de ces trois apports, nous souhaitons au cours de ces journées d'automne profiter du temps dont nous disposerons pour vous donner la parole, à vous qui êtes dans l'enseignement catholique aux premières lignes de l'utilisation de ces outils dans l'interaction avec les élèves ou avec les enseignants, avec les personnels éducatifs. Vous donner la parole et vous donner peut-être aussi l'occasion de vous poser un peu pour relire ce qu'auront été ces semaines de confinement et d'usage des technologies numériques, soit pour l'enseignement, soit pour la gestion administrative de l'enseignement. C'est déjà dans ce but que nous allons donc bientôt entendre quelques-uns de vos témoignages relatifs aux usages plutôt heureux des outils numériques en ce moment, si spécial, témoignages aussi de ce qui vous semble aller moins bien,
témoignage enfin relatif à ce qui manque aujourd'hui pour bien accomplir vos missions, ou encore, ce que vous aimeriez voir se prolonger dans le temps d'expériences numériques heureuses que vous vivez actuellement, dont vous ignoriez tout peut-être auparavant, et qui se révèlent aujourd'hui pour vous de bonnes pratiques qui pourraient durer au-delà du confinement. Ces questions, nous les revisiterons à l'automne avec vous quand le temps aura passé, et dans la mesure du possible, nous vous invitons dès à présent à tous être sensibles à ces questions, et je vous invite deux manières d'être sensibles à ces questions. D'une part, en exerçant une sorte de veille informationnelle, alors à votre mesure, hein, il ne s'agit pas de vous lancer dans un travail trop complexe, mais de collecter, quand vous les rencontrerez, les articles de presse, les articles de revues spécialisées qui vont dans les semaines prochaines s'interroger sur l'expérience éducative et pédagogique inédite que nous vivons actuellement. Et puis, l'autre manière de prendre déjà un peu du recul, c'est de prendre des notes sur votre propre expérience, de faire le point de temps en temps par rapport à ces notes-là. Et le moment venu, quelques jours ou quelques semaines avant la rencontre de l'automne, d'essayer d'écrire quelques lignes de réflexion sur votre expérience, car vous savez qu'on ne pense qu'en écrivant. Alors peut-être, s'il en est assez de ces contributions, nous pourrons les compiler et les faire circuler comme du matériau en mesure de nourrir la réflexion de chacun. Mais pour l'heure, place à votre parole et à vos expériences d'enseignants ou de directeurs diocésains confinés et devant mener des missions pédagogiques dans ces conditions-là. Je vous remercie de votre attention. Merci Renaud. Et donc, nous allons maintenant écouter quatre témoignages qui nous sont proposés. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est que ces témoins répondent aux questions que vient d'évoquer Renaud Lavie, le père Renaud Lavie. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'utilisation du numérique aujourd'hui, dans l'expérience qu'on est en train de traverser, pas de manière générale. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui bloque, voilà. Et puis, qu'est-ce qui manque? Et puis, la quatrième question, qui est la question subsidiaire, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle nous projette dans l'avenir, c'est qu'est-ce qu'on aimerait ne pas perdre quand on sera déconfiné, voilà, quand on se retrouvera dans une situation plus normale, qu'est-ce qu'on aimerait ne pas perdre de cette expérience? Alors, on va commencer avec le témoignage de François Jourdain, qui est chef d'établissement à Tours et qui est également référent numérique pour le diocèse de Tours. Voilà, François, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour cette introduction. Donc effectivement, je suis chef d'établissement dans une école de 14 classes, donc à Tours. On est rattaché à un collège et on mène depuis maintenant 2 ans un projet numérique où les élèves du CM1 et CM2 et une classe de 6e pour cette année ont chacun leur ordinateur portable. C'est un Chromebook, c'est un ordinateur qui fonctionne avec Chrome OS. Donc dans l'urgence, on a dû créer des comptes pour tous les élèves à partir de la grande section afin qu'ils puissent bénéficier des outils de la G Suite Éducation. Voilà, donc parmi les chances que nous avons, tout d'abord les enseignants étaient déjà un petit peu sensibilisés à ces outils-là. On a pu ainsi échanger avec les élèves, alors soit en visio, soit sous forme de chat. L'autre avantage, c'est que tout le travail des élèves est centralisé dans Classroom, qui est une sorte, on va dire, de classe virtuelle, de NT. Donc les enseignants y déposent le travail tous les jours et ils peuvent corriger le travail de leurs élèves. Et puis nous avons aussi un blog qui nous permet de communiquer plus largement auprès des familles en leur proposant aussi des activités un petit peu extrascolaires tout au long de la journée, ce qui nous a permis d'ailleurs de publier des messages pour les personnels soignants et enregistrer des poésies pour les personnes des EHPAD, puisque nous avons un projet intergénérationnel avec un EHPAD. Donc voilà, on va pouvoir leur envoyer toutes ces poésies qui ont été enregistrées par nos élèves. Voilà, alors parmi les problèmes que nous avons pu quand même rencontrer,
Tout d'abord des problèmes techniques, puisque certains élèves n'ont pas forcément une connexion suffisante à la maison. Il y a aussi des familles qui ont plusieurs enfants ou dont les parents télétravaillent, donc l'ordinateur et le temps est limité. Ensuite, il y a aussi des problèmes éducatifs, c'est-à-dire que certains élèves s'échangent des mots pas toujours très agréables les uns vers les autres, donc on a à gérer ça. Et ce qui nous prenait que quelques instants, simplement en fronçant le sourcil, nous prend beaucoup plus de temps puisqu'il faut écrire tout ça. Et puis aussi des problèmes de formation, puisque tous les enseignants n'étaient pas prêts à faire ça. Et puis même ceux qui étaient prêts, la grande bascule, c'est que on n'enseigne pas de la même façon en classe avec un ordinateur que à distance. Donc il y a tout un travail qui est en train de démarrer pour passer au e-learning, c'est-à-dire scénariser un petit peu les leçons, permettre aux élèves d'avoir un petit peu plus de temps pour faire des recherches, etc. Et puis il y a aussi la formation des élèves, qui a été un petit peu brusquée pour les plus jeunes en particulier, mais aussi certains collégiens. Et puis la formation des parents, puisque tous les parents ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique. Et donc là, on a plutôt réagi par téléphone ou par mail. Voilà. Ensuite, ce qui nous a manqué le plus, c'est du temps, puisqu'il a fallu, on a basculé du jour au lendemain dans ça. Et puis, pour certains, ça a été un moment assez douloureux, puisque il a fallu, ça prend beaucoup de temps et on s'épuise à ça. Donc voilà, on est en train de recadrer un petit peu tout ça. Et puis, ce qui nous manque, c'était la formation des élèves et des familles. Voilà. Alors, pour notre projet informatique, du coup, on est en train de capitaliser, c'est-à-dire que tout ce que les enseignants sont en train de faire, c'est réutilisable plus tard, que ce soit dans l'utilisation des outils que dans le contenu qui est réalisé. Et puis, j'espère que cela va nous permettre de pouvoir innover dans différents domaines en lien avec notre projet. Voilà. Merci de votre attention. Merci François, merci pour ce témoignage. Je retiens, ça va s'accrocher dans ma mémoire, cette idée du froncement de sourcils qui en une microseconde résout un potentiel conflit. Et là, le haussement de sourcils, évidemment, dans une gestion de classe à distance, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Merci pour ce témoignage. Alors, on va maintenant écouter Jean-Marie Quignou, qui est chef d'établissement. Alors, je crois, Jean-Marie, que vous êtes en Bretagne, et donc je vous laisse maintenant la parole. Donc voilà, je suis directeur d'un collège rural dans les Côtes-d'Armor, à Pleuc-l'Hermitage, dans lequel il y a 164 élèves et 18 professeurs. Donc pour reprendre les questions qui ont été posées, eh bien qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'utilisation du numérique chez nous? C'est celle de l'utilisation d'un programme fiable auquel sont acculturés les élèves et les familles. Je parle du logiciel Pronote, et particulièrement dans ce logiciel, le cahier de texte pour le travail à réaliser, les ressources et les dépôts de travaux, mais aussi les fils de discussion qui permettent de générer des sortes de forums avec les élèves sur des disciplines et avec des professeurs. On utilise aussi les sondages et la transmission des informations générales. Ensuite, nous avons aussi un disque dur en réseau qui est accessible à distance, sur lequel les élèves peuvent prendre et déposer des ressources. Ça fonctionne bien aussi. Nous avons un espace numérique de travail Moodle sur lequel les élèves sont un peu frileux. Il est en place depuis 3-4 ans, mais cela fonctionne un peu moins bien. Néanmoins, nous avons installé un dispositif de chat qui permet directement, via un lien depuis la page d'accueil, de converser avec l'enseignant de leur choix, en ayant auparavant, évidemment, pris un rendez-vous sur les fils de discussion de Pronote avec le professeur.
Ensuite, eh bien, nous avons la visio, hein, comme on en parlait tout à l'heure. C'est un outil qu'on a découvert en partie et avec lequel nous nous concertons toutes les semaines avec l'équipe éducative et pédagogique. Et nous avons pu réaliser la plupart de nos conseils de classe de cette manière cette semaine, la semaine dernière. Enfin, quelque chose qui marche très bien aussi, on parlait de feedback tout à l'heure, je propose une enquête chaque semaine via l'outil sondage de Pronote, ce qui nous permet en fait de nous ajuster sur les usages à la fois des enseignants, des élèves et des familles. Alors, ce qui fonctionne moins bien par contre, effectivement, c'était au départ la diversité des outils choisis par les enseignants pour le travail proposé et la trop grande quantité de travail demandé et sa difficile centralisation au même endroit. Voire même à l'intérieur du programme lui-même, il est possible de se perdre. Et puis le deuxième problème, effectivement, on en a déjà parlé aussi tout à l'heure, ce sont les ennuis techniques des familles auxquels on ne peut pas correctement remédier. Sur une enquête que j'ai faite la première semaine, en défaut de connexion, j'avais 2% de l'effectif, ce qui correspond quand même à 5-6 élèves, et bon, ce n'est pas négligeable. Ce qui fonctionne mal aussi, c'est le feedback, on en parlait aussi tout à l'heure, on perd des enfants, notamment ceux des milieux modestes, je pense. Ce sera peut-être à vérifier ultérieurement. Ce n'est pas simple de les repérer et pour y remédier, nous partageons un framacalque que complètent les enseignants et qui répertorie les élèves qu'on n'entend pas en fait. Et chaque semaine, moi ou les enseignants appelons ces familles. Alors, qu'est-ce qui manque? Je dirais, c'est la présence, évidemment, et donc, de par ce fait, c'est la médiation difficile pendant la crise, notamment le vendredi 13, ça a été très, très compliqué de régler tous les problèmes techniques et d'usage. Nous avons recommuniqué aux élèves leurs identifiants et connexions sur Moodle et sur Pronote, mais bon, il a fallu quand même une semaine pour s'acculturer à tout cela. Alors, pour après, je dirais qu'il faudra travailler l'acculturation plus précocement à l'école aux outils distanciels et aux travaux collaboratifs. Alors, je parle de travaux collaboratifs parce que de la même manière, sur une enquête que j'ai faite la semaine dernière, où j'ai eu un taux de réponse de 75% de l'établissement, 35% des élèves interrogés la première semaine affirmaient ne pas échanger avec leurs camarades. Cela dit, sur cette même enquête, j'ai pu voir aussi que 80% utilisaient comme moyen de communication entre eux les réseaux sociaux. Alors, ce que j'aimerais ne pas perdre dans ce qui est expérimenté, eh bien, ce serait finalement toute cette découverte de pratiques intégrant fortement le numérique dans l'ingénierie pédagogique. Mais je crois qu'il faudra forcément débriefer ça ultérieurement et le formaliser par des temps de formation d'enseignants. Et puis, évidemment, la visioconférence qui reste l'outil découvert ces dernières semaines et qui, je pense, pourra nous apporter beaucoup de solutions dans des difficultés qu'on avait auparavant et auxquelles on ne pensait pas. Voilà. La suite maintenant, donc Catherine Guinoiseau qui est chargée de mission sur le numérique pour les Pays de Loire. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression de jouer à Cognac-G. Ici, les Moulineaux, à vous, Cognac-G. Est-ce que Catherine, vous êtes en ligne? Oui, je pense que je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. Tout va bien. Donc, voilà, c'est un simple témoignage sur ce qui va bien et ce qui va moins bien. Ce qui manque, on n'en est pas encore là. Et puisqu'on souhaiterait garder non plus, on y réfléchira plus tard. Et déjà, juste ce témoignage-là, donc déjà dans les decks, eh bien, dans les 5 decks de la région, aujourd'hui, on travaille à distance et on travaille de façon plutôt conviviale. Il y a des nouveaux échanges qui se font sur un mode, je dirais, bien plus convivial qu'habituellement, finalement, avec ces outils, des points quotidiens et des contributions de chacun. C'est plutôt agréable. Pour les établissements de la région, ça fait des années qu'on bénéficie d'un accompagnement assez privilégié. Il y a des animateurs TIS, il y a des RUPN, des référents pour les usages pédagogiques du numérique dans chaque établissement, enfin dans les collèges et lycées en tout cas. Et puis il y a une bonne coordination aussi des responsables informatiques qui se sont tout de suite rejoints en visio dans les premiers jours pour mettre en place aussi le travail à distance dans les établissements. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Sur le plan pédagogique, ce qu'on a essayé de privilégier, ce sont les fonctionnalités essentielles dans un contexte de rupture avec les élèves, c'est-à-dire pour les enseignants, le dépôt de contenu de cours, des dossiers, des documents, des vidéos, des exercices et des liens dans les outils qu'on pouvait utiliser. Également, en numéro 2, le suivi du travail des élèves et en particulier les devoirs, ce qui est crucial en ce moment parce que voilà, la remise de devoirs est nécessaire.
Et puis, bien entendu, les échanges synchrones et asynchrones avec les élèves, ça va de la messagerie aux discussions et conférences. Donc, on a vu beaucoup d'initiatives de la part des enseignants sur le terrain pour assurer une certaine continuité, que j'appellerais plus scolaire que pédagogique parfois, mais en tout cas une continuité. Il est indéniable que le numérique permet vraiment d'assurer ce lien. Mais en tout cas, le mail n'est pas suffisant. Si certains se sont contentés de communiquer par mail, on est vite arrivé aux limites de l'exercice parce que ça a généré une surcharge très très difficile à gérer, aussi bien pour les familles que pour les enseignants. Chez les chefs d'établissement, on a constaté une grosse montée des usages de la visio, en particulier. Les chefs d'établissement ont gardé le lien avec leurs équipes par la visio, ça c'est un constat. On a une présence de plateformes dans la région qui sont plutôt performantes en collège et lycée, après un temps de difficulté auquel il a été fait allusion tout à l'heure avec It's Learning en particulier. Effectivement, il y a eu une surcharge de connexion les premiers jours. Cette surcharge de connexion s'est calmée. Aujourd'hui, on a 4 plateformes qui fonctionnent. Alors, je parle des grosses plateformes utilisées beaucoup dans nos établissements. Donc, il y a It's Learning qui est le NT de tous les collèges et lycées de la région publique et privée. On a École Directe aussi qui a des fonctionnalités intéressantes. On a Office 365 Éducation qui est pas mal utilisé. Et enfin, G Suite Éducation. Donc, on a ces 4 plateformes-là qui sont très majoritaires dans les usages. Ce qu'on constate, c'est que les établissements qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont d'abord organisé une communication simple avec les familles, souvent via, on en parlait tout à l'heure sur le premier témoignage, via une page web tout simplement qui explique aux familles ce qui a été mis en place, qui ont fait le choix d'une harmonisation des outils, c'est-à-dire qui n'ont pas laissé les pratiques partir dans tous les sens, qui ont géré la résolution des problèmes techniques aussi, en particulier avec les familles, qui ont pu le faire, qui ont eu les moyens de le faire, et qui ont modéré la charge de travail de tout le monde, que ce soit des profs ou des élèves. Et ça, on voit bien que c'était un préalable absolu après une première semaine où c'est parti un petit peu dans les excès dans ce domaine-là. Sur ce qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien, alors déjà une remarque préalable, c'est que le numérique ne peut pas se substituer au fonctionnement habituel de la relation enseignant-élève. Il y avait peut-être chez certains un fantasme de cette nature. Non, c'est juste pas possible, ça ne peut pas marcher. Et on ne peut pas non plus faire tous ces cours en visio. On a abandonné l'idée, certains avaient commencé à essayer de mettre en place, ça ne peut pas trop marcher. Et donc, on a soulevé quelques points d'attention au bout des premiers jours de confinement. C'est qu'on a perdu le contact avec certains élèves, ça a déjà été dit, mais oui, c'est vrai. On a perdu le contact avec certains élèves, on n'a plus que le téléphone, et parfois même le téléphone, ça ne fonctionne pas. On a une grosse disparité des équipements des familles. Et puis même les familles qui sont bien équipées, quand il y a 3 ou 4 enfants, c'est très compliqué d'avoir du temps pour chacun sur les équipements numériques. On a eu, je l'ai déjà dit au début du confinement, une certaine difficulté à gérer la charge de travail de tous les côtés. Dans certains établissements, les pratiques se sont développées dans un certain désordre, c'est-à-dire que les enseignants sont partis en individuel, parfois parce qu'on a perdu le contact avec le chef d'établissement. C'est un cas extrême, mais parfois, encore à ce jour, les enseignants n'arrivent pas à contacter le chef d'établissement et donc les usages sont partis en mode très individuel, ce qui est très regrettable. Donc je répète, ce qui fonctionne, c'est quand vraiment on utilise 1 ou 2 outils harmonisés qu'on connaît bien et où là, on voit bien que ça se passe plutôt bien. Et enfin, je garde à l'esprit aussi un point d'attention qui est la nécessité de protéger les données personnelles de chacun, même en temps de crise. On parlait tout à l'heure des plateformes comme WhatsApp ou Discord. On est plutôt prudent ici dans la région sur ces outils-là. OK pour un usage ponctuel ou personnel, mais voilà, il faut quand même garder à l'esprit qu'on doit protéger les données personnelles de chacun et que tous ces outils-là ne le garantissent pas forcément. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci beaucoup Catherine pour ce témoignage. Alors voilà, maintenant nous allons écouter Emmanuel Vendroux, qui est directeur diocésain à Versailles et qui nous apporte également son témoignage. Écoutez, moi, il y a un certain nombre de choses ont été dites. Alors si on reprend effectivement les 3 points qui sont proposés, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas eu simplement que continuité pédagogique, il y a eu aussi continuité éducative et continuité pastorale sur le diocèse. Donc en fait, c'est l'ensemble de la communauté ou des communautés d'établissements qui se sont lancés dans l'aventure numérique
avec un certain succès. Alors pour la dimension pastorale, évidemment, l'approche le carême plus l'approche de la Semaine Sainte et de Pâques permis aussi de retransmettre un certain nombre d'informations. Mais voilà, c'est vraiment l'ensemble des communautés qui ont œuvré dans ce sens-là. Alors évidemment, le niveau de formation enseignant chez l'établissement, voire DEC, a monté assez rapidement. Ça nous donnait un peu l'impression qu'on était parfois au bord d'une piscine, on mettait un pied dedans, on sortait, d'autres avaient plongé. Et là, tout le monde a été obligé de plonger dans la piscine. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, avec un investissement de chacun et un enthousiasme, en fait. Ce qui m'a assez aussi marqué, c'est la solidarité de parents, notamment dans les petites écoles, puisqu'on a un certain nombre de petites écoles en premier degré, qui ont apporté leur pierre à l'édifice et qui finalement ont permis de positionner les appels ou les parents de meilleure façon dans l'école et qui ont apporté finalement leur savoir. Et donc cet échange de compétences entre les parents et l'école, me semble-t-il, a été un point aussi positif de cette nouvelle situation que nous vivons actuellement. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives, on l'a dit, toutes sortes d'initiatives, certains cours en direct, notamment en classe préparatoire, qui avaient lieu à l'intérieur des écoles avec caméra, et puis des choses plus simples, plus modestes dans d'autres écoles, mais en tout cas de multiples initiatives. Cette situation me fait penser aussi, et je remercie Catherine Guinoiseau aussi de l'avoir souligné, au rôle que doit porter une DEC sur ces objets, notamment en termes de coordination, de proposition d'outils. Et c'est quelque chose sur lequel, effectivement, nous allons nous atteler à la DEC de Versailles. Donc, globalement, de l'enthousiasme, de la formation, de l'envie, des équipes vraiment réactives, et donc une satisfaction globale, à la fois des familles d'avoir été lâchées, on va dire, et puis des professeurs et des équipes de découvrir quelque chose d'un peu nouveau, des choses de satisfaction, des choses nouvelles. Par contre, pour tempérer un petit peu l'enthousiasme, je trouve qu'il y a eu des outils, finalement, on s'est lancé, et les outils ont été finalement trop disparates. Et le fait d'avoir des outils disparates, certains utilisaient des mails, du WhatsApp, du Facebook, du Teams, du Zoom, plein de choses, ça aboutit peut-être à un risque à terme de peu de partage disciplinaire ou interdisciplinaire, chacun finalement utilisant sa technique, ce qu'il connaissait, sa méthode. Donc ça, c'est un point sur lequel, effectivement, si ça devait se poursuivre sur le long terme, il faudrait essayer de corriger. Ensuite, l'autre chose, c'est que la formation initiale en numérique dans les écoles est évidemment différente d'une école à l'autre, avec parfois, puisque les choses vont vite, un souci de comparaison inter-école qui peut être positif pour certains, qui n'est pas forcément positif pour d'autres. Donc, c'est pas toujours facile, on va dire, d'arriver à avoir quelque chose qui soit coordonné. Et donc, raison de plus pour pouvoir essayer de coordonner et de former les gens sur des outils qui soient comparables. Après, il y a cette idée quand même que ces outils sont très discriminants. On parlait de familles nombreuses, on peut parler aussi de catégories socio-professionnelles, et donc du coup, il faut, à mon avis, dans la durée, inventer en fonction du profil des familles, inventer des outils qui permettent à chacun de ne pas être lâché en race campagne, ou en tout cas qui permettent à chacun d'assurer un certain suivi, et puis pour permettre que tous puissent bénéficier, on va dire, du même niveau de compétences sur les notions apprises à l'issue de cette période. Et puis, bien sûr, la relation réelle. Évidemment, l'informatique, ça retrace assez peu les émotions. Et c'est vrai que la construction de la personne se fait en groupe. Et donc, du coup, là, évidemment, il y a une difficulté qu'il faudra. Donc, si on avait à se projeter dans l'avenir, je dirais que mes principales préoccupations sont effectivement pour la différenciation, on va dire, sociale ou la taille des familles, puisque qu'on soit
qu'on soit dans un environnement favorisé ou défavorisé. Quand on est 6, il n'y a pas forcément 6 ordinateurs dans la maison. Et en général, il n'y a qu'une seule connexion. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et puis, travailler sur la logique du feu follet à canaliser dans l'avenir. C'est-à-dire qu'au retour du confinement, que ce ne soit pas un enthousiasme où finalement ça dure assez peu, c'est parti dans tous les sens. Voilà, essayons de construire le numérique dans une logique qui permette à chacun d'accéder au même niveau de compétences à l'issue de ces périodes, et qui éventuellement, notamment pour l'enseignement supérieur, voir l'apprentissage, mais sans que ce soit complètement généralisé, ce n'est qu'un outil, puisse être utilisé pour d'autres modes d'apprentissage. Enfin, je crois qu'il est important, puisqu'il y a une nouvelle organisation horaire, il y aura forcément de grandes différences de niveau au retour du confinement entre les élèves. Donc, je dirais le retour d'expérience que l'on fera ne devra pas se limiter à la technologie, ne devra pas se limiter à j'ai fait telle action ou telle action, même si c'est passionnant et même si c'est utile, mais on devra aussi réfléchir aux différences de niveau sur les notions apprises pour les élèves et à la façon dont on peut faire de la remédiation à l'issue du confinement et à l'issue de ces éléments-là. Donc voilà à peu près les premiers éléments que nous on a sur la direction diocésaine des Yvelines, avec cette idée que il y a quand même de l'enthousiasme et que c'est toujours le rôle de l'enseignement catholique, me semble-t-il, d'innover. Et donc là, du coup, pour l'innovation, il y a un enthousiasme dans l'innovation et il faut rebondir là-dessus, mais sans oublier quand même que la construction de la personne se fait dans une relation réelle au final. Emmanuel, si tu es toujours en ligne, je te poserai bien une question. Oui, alors, je ne sais pas s'il y a des questions, qui sont posées par les auditeurs du webinaire. Mais en attendant, j'aurais une question à te poser à brûle pour point comme ça. C'est toi, dans ta pratique de directeur diocésain, tu expérimentes des nouveaux outils de visio avec le secrétariat général. Est-ce que tu peux témoigner un petit peu de ce que ça engendre comme réflexion ou comme remarque? Est-ce que tu peux répondre à ça? Oui. D'abord, je trouve que c'est absolument essentiel parce que ça recrée du lien. C'est sûr que dans cette période un peu particulière finalement qui nous amène à lâcher, même s'il y a eu le plan de l'accueil des personnels soignants à organiser, c'est quand même une période qui nous permet d'avoir un peu de réflexion, un temps de réflexion sur nos pratiques. Et c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser ces outils, ça nous lance dans des réflexions. Et là, on était parti sur une réflexion notamment sur la façon dont on pouvait se connecter avec des intervenants, la façon dont on pouvait faire profiter un certain nombre d'établissements qui n'auraient pas les moyens, évidemment, d'avoir des intervenants parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont privés, parce qu'ils sont raisons. Je pense que effectivement pour une DEC, il y a un vrai sujet de coordination et un vrai sujet de proposition d'outils à faire en lien d'ailleurs avec le secrétariat général qui a une vision nationale et donc qui va pouvoir partager un certain nombre d'expériences avec des DEC qui sont bien avancés. Encore une fois, Madame Guinoiseau, effectivement, a l'air d'être dans un environnement très porteur sur le sujet. Et c'est vrai qu'on est en attente aussi de ces retours d'expérience qui peuvent se faire et dont on peut profiter de ce temps pour justement commencer à avoir une vision stratégique par rapport à ça. Et je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, je te remercie. Voilà. Bon, ce que je vais proposer, on n'a pas de questions particulières qui nous sont posées par les participants. Donc, ce que je vais proposer, c'est pour finir là, ce rendez-vous, et encore en présentant mes excuses pour les conditions techniques qui sont loin d'être idéales, mais enfin bon, on arrive à faire tenir avec des bouts de ficelle cette rencontre-là.
Ce que j'ai proposé, c'est Renaud et Philippe de vous redonner la parole pour, voilà, après ce qu'on a entendu là, en 2-3 minutes, qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et puis, je ferai un temps de conclusion ensuite. Donc, est-ce que, Renaud, tu veux bien commencer? Oui, alors, je retiens plusieurs choses. J'ai été sensible, moi aussi, Jérôme, à l'histoire du clin d'œil. Mais ce clin d'œil, il me fait dire que l'utilisation de ces outils-là a plutôt tendance à évacuer le corps. Voilà, et donc le rapport à l'incarnation qui est si important dans le christianisme. Et donc du coup, il faut aussi ne pas oublier ce paramètre-là, qui me semble tout à fait important. Et que aussi, donc, le fait de toujours passer par l'écrit fait qu'il est extrêmement difficile de communiquer tout le langage non verbal, en fait. Et donc cela suppose d'écrire encore plus pour essayer de bien se faire comprendre de l'autre. Donc il y a un vrai travail de communication et de travail de l'écrit pour précisément que le message soit le mieux reçu par l'autre, qui n'a pas nécessairement accès à tout ce langage corporel qui transmet aussi des significations. Bon, première chose. Deuxième chose qu'il me semble important, c'est que on enseigne, enfin l'enseignement, c'est toujours une relation directe, quoi. Enfin, on peut pas faire l'économie, on ne peut pas se contenter d'un enseignement qui soit seulement médié par les outils numériques. Et on s'aperçoit, par exemple, à l'Institut catholique de Paris, que il faut, quand on utilise les outils distanciels, qu'il soit toujours, que ça s'équilibre toujours avec des temps en présentiel. C'est-à-dire que les étudiants qui ne rencontrent jamais les enseignants ou qui ne rencontrent jamais les autres étudiants, finalement, ont beaucoup plus de difficultés à aller au terme de leur formation, et même certains n'y arrivent pas du tout, que ceux qui vont être sur le terrain présents et donc beaucoup plus en interaction avec le groupe et avec l'enseignant. Donc ça a été soulevé, je crois, par Madame Guinoiseau, et je pense que c'est tout à fait important de rappeler que le numérique, c'est pas la panacée, c'est pas la solution à tous nos problèmes, et ça ne remplacera jamais le lien direct. Et c'est vrai dans l'éducation comme dans d'autres secteurs de la vie. Et puis, il y avait un troisième point que je voulais souligner, et puis qui m'est sorti de l'esprit, de l'esprit. Donc, je sais plus, je reprendrai éventuellement la parole pour dire quelque chose de cet ordre-là. Peu importe. Laissons à Philippe la parole. Ok. Moi, je voulais dire d'une certaine façon un peu mon admiration devant ce défi qui a été relevé par l'enseignement catholique. J'entends que les témoignages montrent que ça a été fait, le défi a été relevé, les équipes se sont mobilisées. Et ça, je trouve, dans le fond, je ne suis pas étonné, mais je trouve que c'est à signaler. Voilà. La deuxième chose et ça montre la force et la stabilité du réseau de l'enseignement catholique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on entend dans les témoignages la concentration des supports au travers des grands, voilà, que provoquent les grands acteurs. On a Pronote, e-learning, École Directe, Google Suite, et j'en oublie un autre que Office 360 Éducation. Voilà. À côté de ces grands acteurs, on n'entend pas de petites startups qui auraient placé telle ou telle petite création. Voilà. Ça prouve qu'il y a vraiment, est-ce que, ça pose des questions sur l'enseignement qui peut être dispensé au travers de ces plateformes. Voilà. Et en tout cas, il y a une réflexion à avoir. Et puis, j'entends aussi beaucoup dans les témoignages que c'est collectivement
que ça se gère, que ça se traite et que ça se maîtrise en équipe pédagogique et éducative dans les établissements, mais aussi en équipe au niveau de la direction diocésaine, avec le référent numérique, avec les ressources qui vont bien, qu'on retrouve auprès du secrétariat général si besoin. En tout cas, c'est une aventure collective, et là, on entend un besoin de coordination et de discernement. Et l'une des questions qui est souvent... l'une des questions qu'on abordera peut-être à l'automne et sur lequel on reviendra, c'est que l'une des choses qui est à enseigner, et c'est intéressant de voir que l'enseignement catholique y est confronté lui-même dans cette situation, c'est la formation au discernement. Et là, il y a comme une expérimentation par l'enseignement catholique lui-même, par le réseau lui-même, d'une nécessité de discerner dans tout ce qui est possible, dans tout l'enseignement qui a été créé, qu'est-ce qui va être gardé, privilégié, retenu. Voilà. Et ça, c'est un défi très intéressant, très important. Je vais redonner la parole à Renaud parce que je crois que le troisième point lui est revenu. Plusieurs d'entre vous ont signalé la nécessité de former les élèves aux outils scolaires, pédagogiques, éducatifs pour l'enseignement. Et ça me fait me souvenir d'une étude qui a été menée il y a 3-4 ans maintenant sur le rapport des étudiants donc, de l'université, des étudiants de l'université aux outils de type ENT, Moodle, certains ont évoqué ça tout à l'heure. C'est aussi Moodle que j'utilise moi-même comme étudiant et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Mais la conclusion de cette étude, c'était de dire que finalement, autant les jeunes étaient tout à fait à l'aise sur les supports commerciaux de communication qu'on a évoqués, les grandes plateformes du numérique, celles qui occupent une place monopolistique actuellement sur le web, mais que dès qu'il était question d'interagir à travers les outils pédagogiques, c'était pour eux beaucoup plus difficile, quoi. Voilà, et qui n'en maîtrisaient pas l'usage, et que des fois, un peu découragés par peut-être un peu la complexité de certains de ces outils-là, eh bien, ils rebasculaient sur le mail, tout simplement pour communiquer avec leurs enseignants, et non plus sur les plateformes des ENT. Bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui est qui est extrêmement nécessaire, c'est de former les étudiants et les élèves dès le plus jeune âge à l'usage de ces outils-là et de les utiliser régulièrement. Alors, je suis pas trop versé, moi, dans l'enseignement collège, primaire, collège, lycée. Peut-être c'est déjà le cas, mais il y a sans doute une réflexion à mener sur un usage qui soit en même temps stimulant au quotidien et qui puisse leur permettre de basculer vers un usage plus à temps plein, si je puis dire, enfin, quand on est face à ce type de crise, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Ok, merci beaucoup Renaud. Bah, écoutez, on va maintenant conclure ce temps de rencontre. Je remercie les participants, Renaud Laby, Philippe Delabarthe, et puis nos témoins là, qui ont accepté de partager. Alors vous comprenez bien, on est dans une position, moi je n'arrête pas de le dire, une position modeste. On apprend, on tâtonne, vous voyez, on est soumis aussi aux aléas de la technique. Là, Michael me disait par SMS qu'il n'oubliera pas ce poisson d'avril de Teams. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est dans des conditions comme ça aussi difficiles. Donc, merci de votre patience. Et pour terminer, donc c'est un rendez-vous. Voilà, on avance comme les enfants, j'imagine, comme les familles, comme les enseignants. Nous-mêmes, on avance en tâtonnant. Ce que je peux témoigner de mon côté, c'est ce que j'entends. C'est à la fois pour nous dans l'enseignement catholique, les journées restent denses, mais c'est une autre forme de densité que ce que l'on connaissait avant, puisqu'elles étaient aussi denses avant. On voit bien qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la transformation plus que de l'adaptation. Alors, il y a forcément de l'adaptation, mais il y a une véritable transformation qui est en train de s'opérer. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cet appel du pape François au pacte éducatif global, qui nous dit, voilà, nous avons un monde, le monde est en transformation. Il ne peut pas continuer avec les logiques qui l'ont mené jusqu'à aujourd'hui.
Et là, on est en train, je pense, de toucher quelque chose de l'ordre d'une transformation, alors sans aller dans des envolées lyriques, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de probablement de se produire et en germe quelque chose qu'on aura, dont il faudra prendre soin et accompagner dans la durée. Et je le résumerai en disant comment, avec des outils efficaces, est-ce qu'on peut être plus fécond, hein, et c'est des témoignages que j'ai assez régulièrement de réunions en visio. Alors évidemment, là, c'est peut-être un petit peu différent, mais une réunion en visio, quand elle est animée convenablement, on est attentif différemment à la parole des uns et des autres. Et en fait, souvent, les gens disent que on a été fécond grâce à un outil efficace. Voilà, donc c'est ce que je nous souhaite, hein. On parlait d'anthropologie, on a assez peu parlé de visée éducative, de visée de transformation du monde, mais je crois que là, on a l'occasion de saisir un certain nombre d'outils qui peuvent nous aider. Et je voudrais aussi saluer la manière dont l'institution se saisit de l'accompagnement de ces acteurs, hein. J'avais un message, là, je suis en contact avec quelques ISFEC, hein, pour essayer de voir avec eux comment ils accompagnent cette transformation du métier d'enseignant. Et il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se vivre, et là aussi, on les rejoindra pour travailler avec eux dans la suite. Voilà, merci à tous, et comme le veut la formule rituelle, ici les Moulineaux, à vous Cognac G, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.